Voilà, regardez ce que j'ai là, c'est pas pour faire de la pub pour Lego, hein, mais plutôt pour les gilets jaunes. Voilà, regardez, il y a même j'ai mon Lego, mon petit Lego gilet jaune. Voilà, j'ai pas mis mon gilet jaune parce que j'ai laissé dans la voiture, mais c'est pas grave, l'esprit est là et on va parler donc de plusieurs choses dans cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai déjà fait trois vidéos sur le sujet, et là on s'approche de la manif fameuse acte 3 hein, à Paris, et je vais en dire quelques mots, déjà revenir un petit peu sur ce qui s'est passé aux Champs-Élysées, sur ce qui a été dit et sur ce qu'on peut en tirer, mais aussi parce que j'avais déjà réagi un peu à chaud à ça, hein, euh, aussi sur la structuration qui est en train de se mettre en place du mouvement, et puis enfin sur les perspectives par rapport aussi à d'autres choses, à mon avis, qu'on ne traite pas assez dans le mouvement des Gilets jaunes, mais qui devrait être pour moi aussi une des étapes qui devrait s'ajouter au calendrier. Voilà. Alors déjà, donc je réaffirme mon soutien toujours aux Gilets jaunes et à la manifestation de samedi à Paris. Je ne serai pas, hein, donc c'est le premier, hein, je ne serai pas présent moi à Paris personnellement. Hein, je ne vais pas me rendre à Paris ce jour-là, mais évidemment, je continue mon soutien et ma réflexion aussi sur ce sujet-là et ma contribution par ma réflexion sur cette problématique. Parce il faut bien voir, bien réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Parce qu'effectivement, l'action, agir, c'est une chose, mais la réflexion, c'est important aussi parce qu'il faut pas agir n'importe quoi, enfin n'importe comment et faire n'importe quoi, n'importe où, etc., n'importe comment, bref. Voilà. Donc c'est pour ça que, alors moi, je suis de tout cœur avec cette manifestation. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait, voilà, des trucs qui se passent à Paris, mais bon, c'est pas non plus mauvais qu'il se passe en même temps des choses en province. Et effectivement, les gens qui ne puissent pas, n'aient pas la possibilité de se rendre à Paris, continuent à faire des actions en province. Alors, par rapport donc à ce qui s'est passé samedi dernier et la fameuse casse qu'il y a eu sur les Champs-Élysées. C'est vrai que les médias en ont fait des tonnes avec ce qui s'est passé et personnellement moi j'ai pas été plus choqué que ça. C'est-à-dire que je veux dire, si on regarde bien dans l'histoire encore assez récente, des manifs où il y a eu de la casse, c'est bien pire que ça. Il y en a eu. Bon, si c'était pas forcément sur les Champs-Élysées, mais il y en a eu pas mal. Et d'ailleurs même des manifs qui n'étaient même pas politiques, puisque rien que quand il y a eu la France qui a gagné la Coupe du Monde, il y a eu pas mal de casses aussi. Voilà, donc vous voyez, pour moi je trouve qu'on s'est un peu trop indigné. Je dis pas que c'est bien, hein, mais on s'est un peu trop indigné par rapport, enfin surtout les médias. Hein, et puis bon, je parle même pas du gouvernement, mais ça je vais revenir là-dessus. On s'est un peu trop indigné voilà de tout ce qui s'est passé, alors que qu'est-ce qu'il y a eu en fin de compte? Bon, oui, il y a eu un engin de chantier incendié. Il y a eu, oui, il y a eu des bars placés un peu partout, des vélos en libre service qui ont été un peu, voilà, été balancés un peu partout. Bon, il y a eu un peu le caillon. Il y a eu quelques vitrines brisées. Il y a eu des, comment ça s'appelle? Il y a eu des magasins pillés. Bon, c'était pas des petites boutiques, hein, en tout cas pas à ma connaissance. Sur les Champs-Élysées, en tout cas, c'est plutôt des magasins de luxe, des grosses marques, des gens qui peuvent s'en remettre facilement. C'est pas des petits commerçants non plus qui ont du mal à boucler leur fin de mois justement. Et puis il y a eu aussi voilà quelques terrasses de café qui ont été un peu saccagées. Bon, voilà. Alors vous allez me dire oui, pour les gens qui ont vécu ça de près, c'était une catastrophe, c'était apocalyptique. Mais si on met ça à la lecture de l'histoire, je veux dire, on a quand même tous appris à l'école qu'en 1789, on a fait une révolution qui a commencé par la destruction d'un bâtiment, la destruction, la Bastille, qu'on a détruit entièrement. Hein. Et on nous explique que c'était formidable, que c'était pour la liberté. Donc maintenant, on va pas venir nous faire pleurer pour quatre chaises renversées, pour quelques vitrines un peu saccagées, avec le chambranle qu'il y a eu un jour dans les Champs-Élysées. Ça n'a pas bouleversé plus que ça la France, hein, d'accord? Donc il faut quand même garder une certaine mesure par rapport à ça et ne pas trop s'émouvoir. Surtout le danger, moi j'avais peur, c'est que ça c'était l'objectif du gouvernement, et déjà il faut imputer la responsabilité uniquement au gouvernement, et pas aux gilets jaunes et encore moins à l'ultra-droite, voilà, qui est une invention de Monsieur Castaner et compagnie. Hein, voilà. Il n'y a pas de réseau d'ultra-droite, tout ça. D'ailleurs, il y a plus de gens d'extrême gauche qui étaient là et qui ont plus l'habitude de ce genre de trucs-là que d'ultra-droite, comme il dit. Voilà. Donc ça, c'est un peu, ça, c'est du bidon total. Par contre, je pense qu'il y avait des gens qui avaient infiltré cette manifestation, comme toutes les manifestations d'ailleurs, qui travaillaient pour le gouvernement
hein, qui étaient des espèces de comme des Benalla, hein, voilà, c'était ça. Il y avait des petits Benalla qui étaient là, qui ont foutu la merde et qui ont essayé de, par un effet d'entraînement, de lancer tout le monde à saccager les Champs-Élysées. C'était voulu par, hein, c'était prévu, prémédité par le, le, le pouvoir, hein, qui a dit on va faire un peu de casse, hein, ça va faire un peu de dégâts, mais au moins ça va permettre de discréditer de manière durable le mouvement. Or, ça n'a pas réussi, et je m'en réjouis puisque les gens ne sont pas tombés dans ce piège. Ils ont dit on continue, hein, en tout cas la plupart des gens ne sont pas tombés dans ce piège, ils ont dit on continue à soutenir ce mouvement malgré ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Parce qu'on peut comprendre cette colère. Moi, je vais parler des gens qui étaient là, qui étaient sincères, pas des gens payés par le gouvernement pour casser. Moi, je parle de ceux qui ont cassé peut-être, mais qui étaient là avec les manifestants, qui sont venus, qui à un moment donné ont eu une frustration, non seulement face à leur vie de tous les jours, qui commence à être dure, et qui est même dure depuis un certain temps pour beaucoup, mais aussi par rapport au par rapport à, ce que je voulais dire. Oui, donc déjà ça, mais aussi par rapport au fait qu'ils ont été chargés par les policiers, qu'ils ont été empêchés d'aller sur les Champs-Élysées, et ça peut expliquer aussi la frustration, ça peut expliquer comment il y a eu certains débordements. Alors moi je comprends tout à fait, ils sont venus pour aller voir Macron et on leur a dit non, vous dégagez. Donc on peut comprendre l'exaspération que ça a apporté, et effectivement moi je comprends, et pour moi c'est excusable ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées ce jour-là. Voilà. Bon, évidemment s'il y avait eu des morts, des choses comme ça, peut-être pas, mais là, à mon sens, c'est excusable. Après, bon, ça, c'est une parole qui n'engage que moi. Mais parce qu'encore une fois, bon, faut se mettre. Moi, je mets aussi à la tête de gens qui ont vu pendant des années, on a cramé des voitures en banlieue, et puis regardez tout ce qu'on a donné à la banlieue. Hein. Alors, je dis pas que la banlieue c'est le paradis, hein, loin de là. Mais toujours est-il que moi, je voyais quand j'étais jeune, je me disais, mais il faut faire comme dans les banlieues de Paris, hein, où tous les ans ils brûlent, je sais pas combien de voitures, et puis on leur donne des terrains de sport, des infrastructures, tout ça, tout ce que nous jeunes aussi de banlieue, de province, on n'avait pas, vous voyez, hein, de petites banlieues, nous, de petites cités ouvrières, on n'avait pas tout ça, voilà. Donc c'est aussi voilà, c'est aussi compréhensible qu'il y a à un moment donné une certaine violence, un certain niveau de violence qui arrive face à l'exaspération, face à la frustration générée par ce système. Voilà. Alors maintenant, j'ai parlé de ça, et je vais parler d'un autre phénomène là, qui est en train de se mettre en place, qui est la structuration du mouvement. Et alors, on peut trouver bien qu'il y a une structuration du mouvement, mais moi je trouve pas si bien que ça. Enfin, j'ai un petit peu peur par rapport à ça. Je vais expliquer pourquoi. Parce que déjà, une remarque toute bête. Euh, à quoi sert de structurer ce mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement spontané et non organisé dès le départ, et qui, malgré sa non-organisation, a réussi quand même à faire du bruit et à faire peur au pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir a peur des Gilets jaunes. Hein, même si on voit beaucoup de fermeté, etc. Rien que le fait qu'ils aient tapé dans le tas, qu'ils aient envoyé les flics taper dans le tas ce samedi dernier, prouve bien à quel point ils ont peur. Hein, et à quel point il y a une forme de panique, même si elle n'est pas directement visible. Elle est visible, non peut-être pas dans les paroles et dans l'attitude du pouvoir, ben, dans le cas dans l'attitude communicationnelle, je vais dire, mais elle l'est dans l'attitude formelle, c'est-à-dire dans la manière dont ils sont en train de traiter cette crise. Voilà. Et je crois que là, donc il y a une peur de ce mouvement. Et par contre, je crois que la structuration qui est en train de se mettre en place, par contre, rassure quelque peu le pouvoir, parce que là, ils vont avoir des interlocuteurs, là, ils vont pouvoir avoir une organisation bien définie avec des têtes bien identifiables, qui vont donc pouvoir contrôler. Parce que jusque-là, la force des Gilets jaunes, c'était que c'était un mouvement qui est incontrôlable pour le pouvoir. Donc c'est pour ça que moi, après qu'il y ait des référents, ça c'est bien effectivement pour des gens qui sont isolés comme moi, qui veulent essayer d'avoir des contacts avec des gens qui sont plus dans le mouvement. Ça c'est effectivement c'est une force. Mais qu'il y ait des référents comme ça, oui, des référents locaux, c'est bien. Mais ce qu'il faut pas surtout, c'est qu'il y ait une structure nationale, voilà, avec des ramifications comme ça, une centralisation, avec une espèce d'oligarchie qui serait au-dessus, hein, une oligarchie de secrétaires ou je sais pas comment, un peu comme un parti ou un syndicat, c'est-à-dire refaire un énième parti ou un énième syndicat ou quelque chose qui serait hybride entre les deux. Donc, tu vas refaire une organisation qui serait censée défendre les intérêts du peuple. Ça, on a essayé plein de fois dans l'histoire et regardez ce que ça a donné. Donc, est-ce que c'est utile de faire ça? Voilà, encore une fois, qu'on fasse des gens qui soient des référents localement comme ça, qui arrivent à communiquer avec d'autres référents, pourquoi pas? Mais ce qu'il faut absolument pas qu'il y ait, c'est qu'il y ait une hiérarchie, c'est qu'il y ait
à un moment donné des petits chefs qui émergent, des petits chefs au niveau national, ou même au niveau régional, et que ces petits chefs euh, proposent d'un côté des initiatives, alors que l'initiative doit venir du bas, elle doit venir des petits comités, vous voyez, qui sont dans un rond-point. Ah, c'est de là que doivent venir les décisions, et elles doivent remonter vers les petits chefs. Mais après, il faut absolument pas que ces chefs acceptent la moindre négociation, la moindre concertation avec le pouvoir. Absolument pas. Ça, il faut l'éviter absolument. Parce que accepter une négociation, c'est rentrer dans le système de la récupération par le pouvoir. Voilà. Et ça, c'est systématique. C'est comme ça que se sont affaiblis et que sont morts les partis et les organisations de la classe ouvrière, parce qu'ils ont à un moment donné joué le jeu de la concertation. Ah, c'est toute l'histoire de la CFDT, hein, vous voyez, hein, qui est passé du syndicalisme révolutionnaire à, mais même à l'autogestion, c'est ce qu'ils prônaient dans les années 70, et ils sont arrivés à gérer, à co-gérer avec le capitalisme, le capitalisme pourrissant qui est en train de ruiner la vie des générations entières de travailleurs et et qu'aujourd'hui voilà participe à la casse de tout notre système, comment dire, participe à la casse, à l'effondrement de tout le système économique aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est pour ça que méfions-nous de cette structuration. Voilà, ça sert à rien. Euh, Écoutez, si on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire que si on croit que c'est parce qu'on va bloquer toutes les raffineries de France qu'en 3 jours ça va être réglé, je pense pas que ce soit aussi simple, parce que déjà il faut les bloquer les raffineries de France. Par contre, qui est là un rond-point bloqué, là une entrée d'un supermarché, là une entrée de raffinerie, là l'entrée d'une institution, là un petit peu de bordel, le Champs-Élysées, etc. Bah, tout ça, tout ça mis bout à bout, tout ça mis ensemble, bah ça fait, ça crée un effet un peu comme, vous savez, c'est Che Guevara qui expliquait ça dans la guerre de guérilla. Vous savez, la guérilla, ça a été inventé en Espagne contre les armées de Napoléon, hein. Les armées de Napoléon qui étaient les plus fortes, qui avaient soumis quasiment toute l'Europe, euh, ont commencé à être défaites en Espagne parce qu'en Espagne, on a mis en place ces systèmes de guérilla qui ensuite a été repris avec les maquis pendant la résistance et tout ça aussi. C'est-à-dire qu'on a utilisé beaucoup en Amérique latine, c'est-à-dire avoir des petits foyers comme ça où on épuise, vous voyez, on épuise l'occupant, l'ennemi de cette manière en faisant plein de petits points comme ça où ça tire de tous les côtés et en épuisant comme ça l'ennemi, en se retirant dans le d'à côté. C'est très bien ce que font les gilets jaunes, c'est-à-dire ils vont à un rond-point, après ils bougent, ils font une opération escargot, ils vont ailleurs. C'est exactement ce qu'il faut faire pour épuiser l'ennemi. Et là, ça fait que 3 semaines. Et en 3 semaines, déjà, on voit que le gouvernement est aux abois, qu'il devient violent, qu'il devient méchant, hein, qu'il essaye par tous les moyens de discréditer les gilets jaunes. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pas forcément inutile de bloquer des petits ronds-points et tout ça, parce que le moindre petit, comment dire, la moindre petite parcelle où il va y avoir un blocage même minime. Vous savez, quand on bloque des ronds-points à proximité des supermarchés, alors vous allez me dire oui, c'est pas bon pour l'économie parce que ça fait les magasins du supermarché ou de la galerie commerciale et ils vont avoir des déficits. Le problème, c'est que ces magasins-là, bon déjà, c'est souvent des grands groupes, donc ils vont pas mourir du jour au lendemain. Ça va, ils ont à manger, hein, c'est pas le problème. Après, c'est vrai qu'il y a des salariés derrière. C'est vrai que ceux-là, après, ça va être les premiers à en souffrir, on est d'accord. Mais le fait que ça les bloque, ça empêche de faire des bénéfices, surtout en cette période de fin d'année, fait aussi que eux aussi ils mettent la pression au pouvoir et ils disent on en a marre des blocages des gilets jaunes. Voilà. Donc l'État a une pression terrible et c'est pour ça qu'il est en train de s'énerver. Et pour ça je crois que c'est bon. Alors oui, sur le long terme ça peut poser problème, mais maintenant c'est l'organisation doit être là. C'est est-ce qu'à un moment donné, si on veut tenir des blocages pendant un certain temps, bah il faut pouvoir subvenir aux besoins des gens, non seulement qui vont bloquer, des conséquences qu'il va y avoir, c'est-à-dire des gens qui vont en pâtir de ça. Donc ça aussi, c'est mettre en place, essayer d'avoir des cagnottes, des caisses comme ça qui peuvent aider les gens qui vont se retrouver à la rue, qui vont se retrouver virés parce que telle boîte aura coulé à cause des blocages. Il faut penser global comme ça, parce que si on pense chacun individuel, ben on fait rien, parce il y aura toujours un obstacle quelque part. Donc à un moment donné, il faut être voilà, il faut être cohérent jusqu'au bout. Il faut s'engager ou pas, c'est-à-dire il faut aller au bout des choses ou ne pas y aller. Voilà, ou rentrer chacun tranquillement chez soi, continuer à payer des taxes et puis se démerder comme on peut, aller au resto du cœur ou voilà.
Donc c'est à un moment donné, si on veut vraiment s'engager, il faut y aller vraiment. Hein, même si ça crée. J'ai entendu d'ailleurs, il y en a un qui l'a dit avec beaucoup de bon sens sur un rond-point. Il a dit à quelqu'un qui râlait, il disait, bah on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il a tout à fait raison. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs quand on nous impose des taxes, quand on nous ferme une usine ou quand on ferme des services publics. On dit oui, mais on doit faire des économies. C'est comme ça. Si on veut plus d'argent, bah il faut faire des économies, il faut faire des efforts. Bon, bah on a fait assez d'efforts maintenant. Voilà. Donc maintenant, c'est aux gens qui sont pas d'accord avec le mouvement des Gilets jaunes de faire des efforts et de comprendre que c'est pour votre bien aussi, puisque vous l'avez bien compris pour les gouvernements qui vous ont dit qu'il fallait faire des efforts. Donc maintenant, faire des efforts pour les Gilets jaunes, justement, pour leur dire, enfin pour dire au gouvernement, on en a marre. Maintenant, il faut le voir les choses comme ça aussi. Enfin bref, voilà, je vais revenir sur mon fil, donc sur cette question de la structuration. Voilà, méfions-nous, pas trop de structuration, hein. Pas trop de structuration, pas de chefferie, voilà, pas d'oligarchie au sommet qui représenterait ce mouvement, hein. Pas de, vous voyez ce que je veux dire, hein, pas de Bernard Thibault ou de Chérec. Enfin maintenant c'est plus, maintenant c'est comment il s'appelle, il y a Martinez et puis voilà, pas de pas de chefferie comme ça, vous voyez, comme dans les syndicats ou dans les partis, pas de Mélenchon, vous voyez. Hein, c'est ça le truc. Après, Mélenchon, il peut apporter sa contribution par sa parole, par son expérience, par tout ça. Voilà, c'est pas le souci. Hein. Euh, Maintenant, je vais venir sur les perspectives de ce mouvement, à mon sens, au-delà de la structuration et tout ça. Donc j'ai dit bon déjà le fait de continuer cette espèce de guérilla, alors guérilla pas violente, mais déjà guérilla par le fait de mettre des petits points un peu partout, de bouger un peu partout, de faire voilà des petits blocages comme ça un peu partout. Je pense que c'est une bonne stratégie. Euh, Par contre, maintenant, à un moment donné, c'est vrai que oui, on s'attaque à des ronds-points, près de grands, de grands groupes distributeurs, de grandes usines, etc. On va aux Champs-Élysées, voilà. Bon, c'est des symboles intéressants, tout ça, mais à un moment donné, il faut s'attaquer. Alors c'est vrai qu'il faut aller un peu plus vers des institutions qui représentent le pouvoir, c'est-à-dire aller mettre la pression aux maires, aller devant les mairies, aller devant les préfectures, les sous-préfectures, voilà. Ça, je pense que il faut un peu plus aller vers ces endroits-là. Ça, c'est vrai, hein. Un peu plus des endroits qui représentent l'État, tout en laissant d'un côté des petits blocages dans des ronds-points, tout ça. C'est pas, ça s'oppose pas. Il y a tellement de monde maintenant de toute façon qui est dans ce mouvement. Et puis ça peut repartir aussi. Là, c'est parce qu'on est en période de fête, il fait un peu froid. Et moi, je pense qu'au printemps prochain, ça peut être encore plus important qu'aujourd'hui, hein. Ah, même après une petite période d'accalmie, de pause, ça peut reprendre, parce que ça va reprendre de toute manière si le gouvernement change pas de cap. Et dans le gouvernement s'y prend très mal dans la réponse à tout cela, hein. Mais bon, je vais pas développer là-dessus. Par contre, ce que je veux dire en parlant de gouvernement, voilà, il faut cibler l'État, mais il ne faut pas trop cibler Macron en tant que personne. Je m'explique parce que là aussi, j'entends beaucoup de gens qui disent le Macron, il faut le prendre par les couilles, il faut le tuer, etc. Calmons-nous, hein. Il faut pas faire comme en 1789, parce qu'en 1789, d'ailleurs, je rappelle que c'était pas une révolte du peuple, mais bon, ça c'est un autre sujet, il faudrait faire une vidéo entière là-dessus. Mais méfions-nous des références à 1789 parce que c'est pas exactement comme on nous l'a appris à l'école. Quand on s'intéresse bien, quand on lit vraiment les historiens sérieux qui ont écrit sur le sujet, quand on s'intéresse de près à ce qui s'est passé en 1789, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais vraiment rien à voir, hein. Voilà. Et j'invite les gens vraiment à lire des choses sur 1789 pour qu'ils voient un petit peu justement que le parallèle n'est pas possible, mais n'est pas possible du tout. Voilà. Et Macron n'est pas Louis XVI, hein. Ça n'a absolument rien à voir, hein. Voilà. Je mettrais bien plus bas que Louis XVI, hein. Bon, ça c'est, voilà. Ça c'est autre chose, hein, mais bon. Mais ce que je veux dire, après, bon, on peut insulter Macron, on penser tout ce qu'on veut de lui, c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est pas que Macron l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Macron, c'est le président de la République, d'accord. Mais derrière lui, faut pas oublier qu'il y a des gens qui l'ont mis là, qui l'ont élu. Faut pas oublier d'où il vient, voilà, de la banque Rothschild, etc. Donc j'y viens effectivement. Macron, faut pas que ce soit uniquement le bouc émissaire ou le martyr de tout ça, hein. Il faut surtout pas que ce soit un martyr d'ailleurs. Euh, il faut à un moment donné aller plus loin, faire encore un saut qualitatif et arriver aux autres voleurs qui nous prennent notre argent aussi, ce sont les banques, hein. Alors pourquoi les banques? Parce que les banques aujourd'hui, alors c'est vrai qu'elles nous prêtent, etc., qu'elles permettent à l'économie aussi de fonctionner, mais elles nous prêtent à des taux d'intérêt, elles nous prêtent de l'argent déjà qui n'existe pas, qu'elles fabriquent elles-mêmes. Puisqu'elles ont le pouvoir de fabriquer de la monnaie qui n'existe pas, hein. Euh, donc c'est-à-dire qu'ils prêtent plus qu'ils n'ont réellement. Ça c'est pas normal déjà. En plus, il y a des taux d'intérêt, voilà, même si maintenant les taux d'intérêt baissent, mais
Mais bon, je veux dire, les intérêts, il faut les payer, sans compter qu'on paye aussi, enfin, on nous dit qu'on doit payer aussi les intérêts de la dette, puisque l'État aussi est endetté de manière, je veux dire, vraiment absurde, c'est-à-dire avec des intérêts, elle est en train de payer uniquement les intérêts qu'elle ne pourra jamais payer, rien que les intérêts déjà de la dette. Ça, c'est absolument fou. Mais même à titre individuel, nous-mêmes, nous sommes soumis aux banques parce que déjà nous sommes obligés d'avoir des comptes en banque. Aujourd'hui, on est tous obligés d'avoir des comptes en banque. On ne peut pas avoir la libre administration de notre argent. On peut pas avoir notre propre banque, par exemple. Voilà. Et donc, on est soumis à ces banques qui nous volent en permanence par des agios, des frais, des machins. Ils nous inventent toujours des nouveaux frais. Hein, moi, j'ai eu des frais de, par exemple, 13 euros de frais pour l'envoi d'une lettre. Vous voyez? Enfin bon, c'est du vol manifeste. Voilà, moi j'ai des centaines d'euros de frais par an, c'est pour des trucs vraiment bidons, pour simplement parce qu'il y a eu un jour de décalage entre le moment où j'ai eu mon salaire et le moment où il y a de l'argent qui est parti, et du coup ils me prennent des agios pour ça. Enfin c'est scandaleux, c'est-à-dire que il y a l'État voleur, mais il y a aussi l'État la banque aussi qui vole. Les deux d'ailleurs sont complices souvent, hein, parce que quand vous payez pas vos impôts en temps et en heure, ou une amende que vous avez en temps et en heure, et ben l'État s'adresse à votre banque et ils vous volent tous les deux parce que l'État vous prend l'argent et puis la banque elle se sert aussi au passage en vous mettant des agios, en vous mettant des frais. Voilà. Donc il y a deux voleurs, il y a deux pieds ici, vous voyez auxquels il faut s'attaquer. Voilà. Et je pense qu'il y a deux colosses au pied d'argile. Ils sont des colosses au pied d'argile parce que si l'État est très fragilisé aujourd'hui, l'État français, c'est pareil pour les banques, hein. Les banques sont en faillite en réalité. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'en parle pas. Les médias aux ordres n'en parlent pas. Ils veulent faire croire que les banques sont fortes, mais les banques sont en faillite. Donc il faut arrêter de dépendre des banques. Et il faut aussi faire savoir aux banques qu'on en a marre qu'elles nous volent. Donc je pense que ça, c'est le saut qualitatif supplémentaire. N'oubliez pas que Macron, il représente les deux, il représente à la fois l'État et la banque. Voilà. Et donc c'est à ces deux piliers qu'il faut s'attaquer derrière le personnage de Macron, qui ne fait que le représenter, qui n'est qu'un VRP. C'est juste le communicant de tout ça. Hein. Lui et son gouvernement. Quoi, voilà. Derrière, il y a ces institutions puissantes à qui il faut commencer à demander des comptes. Voilà. À qui il faut commencer à dire, on a conscience que c'est vous qui êtes derrière tout ça, et on va s'attaquer à vous. Voilà. Et là, on va avoir aussi un saut qualitatif important. Alors pour l'instant, on en est au stade, bon, où on discute de tout ça. Voilà, mais je pense que voilà, il faut commencer à réfléchir à la question. J'espère que vous allez partager cette vidéo. J'espère que d'autres personnes vont commencer aussi à, à amener ce message-là, à dire maintenant les banques, il faut commencer à en parler aussi. Voilà. Et j'espère donc que ça va prendre ce chemin-là. Voilà. Voilà, donc c'était ma contribution modeste hein, à ce mouvement hein, que pour l'instant je trouve plutôt bien. Voilà. Et j'espère qu'il va rester dans cette bonne dynamique, même si on dit qu'il s'essouffle, etc. Peut-être moi je trouve qu'un mouvement qui est né spontanément à l'arrache sur Facebook, bah je trouve il se maintient plutôt bien en 3 semaines. Ça c'est pas, je vous dis, il y a aucun syndicat, aucun parti politique qui arrive à faire ça. Hein. Donc c'est absolument exceptionnel en réalité. Et ça peut repartir de plus belle. Ça, croyez-le, ça peut vraiment repartir de plus belle. Voilà. Donc je dis bonne chance à ceux qui seront à Paris, voilà, ou ceux qui seront sur les ronds-points, etc. Hein, n'importe où en France. Bonne chance à vous. Et puis voilà, on s'encourage mutuellement à continuer la lutte. Et surtout, voilà, ne vous laissez pas avoir par les pièges de communication ou les pièges que les flics aux ordres vont essayer de vous mettre en place. Il y a que chez les flics, je pense qu'il y a une certaine exaspération et aussi à un moment donné, ils vont commencer à retourner leur veste, à dire on en a marre de servir cet état voyou. Voilà, donc il faut garder confiance en l'avenir, hein, même si on va encore s'affronter avec les flics. Quelque part, je crois que les flics, à un moment donné, ils vont comprendre aussi, ils vont en avoir marre d'être pris pour des cons. Voilà. Voilà, donc salut à tous, on fera le bilan encore une fois, encore une vidéo après donc cette manifestation du 1er décembre. On verra un petit peu ce qui s'est passé, et on verra aussi comment se met en place cette structuration, si on peut la voir d'un bon œil ou pas. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo sur le sujet. Au revoir. Ouais, je reviens juste quelques petites secondes encore pour vous dire, parce que j'ai oublié de le préciser, je vous ai dit de partager cette vidéo, mais déjà n'hésitez pas à mettre des pouces
hein, vers le haut si vous avez aimé, ou éventuellement des pouces vers le bas si vous n'êtes pas d'accord. Mais si globalement vous trouvez que mon analyse est plutôt bonne et que vous êtes plutôt d'accord avec les propositions que je fais, dans ce cas, mettez un pouce vers le haut. En parlant de propositions, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je vais revenir sur les revendications qu'on a pu entendre sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est aussi une explication pour laquelle je trouve que la structuration est un peu prématurée, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a des intérêts qui peuvent être un petit peu divergents dans ce mouvement. C'est pour ça que je pense qu'il faut être prudent sur le cahier de revendications. Ça risque de diviser un petit peu. Voilà, donc il faut pas que ce soit trop large. Voilà, donc voilà, mais j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc les pouces si vous avez aimé et puis partagez aussi, voilà, pour que le message passe. Au revoir.